À l'extrême bord de la carte, là où le continent de l'Amérique du Sud s'effiloche et se défait dans une frénésie de vent, de roches et de glace, se trouve un nom qui résonne de mythe. La Patagonie. C'est le bas du monde. Un vaste territoire triangulaire qui s'étend sur 400 000 miles carrés, partagé par l'Argentine et le Chili. Pour mettre cela en perspective, c'est plus grand que le Texas. C'est plus grand que la France et le Royaume-Uni réunis, une expansion colossale de planète brute. Pourtant, presque personne n'y vit. La densité de population est d'une seule personne par mile carré. Dans certaines vastes étendues de la steppe aride, on peut conduire pendant 6 heures sans voir une autre âme vivante, juste les formes épineuses et culbutantes d'arbustes résistants. C'est un royaume d'extrêmes sauvages. C'est un endroit où les pics escarpés et acérés des Andes, givrés de glace permanente, perçant le ciel. C'est une terre où des glaciers massifs et anciens, des rivières de glace bleue impossibles, vèlent dans des lacs turquoises avec un son ressemblant à un coup de canon. Un bruit qui vous secoue jusqu'au plus profond de vous-même. Et puis il y a le vent. Ce que beaucoup négligent, c'est que la Patagonie est définie plus que tout par le vent. C'est le domaine des 40e rugissants, des vents féroces et sans entrave qui font le tour du globe entier à cette latitude, ne trouvant aucune masse terrestre pour les arrêter jusqu'à ce qu'ils percutent les Andes. Ils hurlent à travers les plaines à des vitesses qui peuvent et atteignent 100 miles par heure. Ces vents sont si implacables qu'ils sculptent le paysage. Ils tordent les arbres indigènes, lenga, et nirent en sculptures noueuses et horizontales, leur donnant l'air de crier en permanence dans une seule direction. Cette force invisible et constante façonne tout. Elle façonne les coutumes, l'architecture, où les bâtiments sont bas et robustes, et la profonde résilience du petit nombre de personnes qui considèrent cet endroit comme leur foyer. Le nom Patagonie lui-même est construit sur une légende. Lorsque l'explorateur Ferdinand Magellan a débarqué ici en 1520, son expédition a rencontré le peuple indigène Tehuelche. Les Tehuelche étaient des personnes grandes et robustes, mesurant en moyenne environ 6 pieds, ce qui était une tête complète de plus que les marins européens de l'époque. Ils portaient d'épaisses et chaudes capes faites de peaux de guanaco cousues et de grandes bottes fourrées qui laissaient des empreintes massives dans le sable. Dans son journal de bord, le chroniqueur de Magellan, Antonio Pigafetta, les a décrits comme des Patagones, ou terre des grands pieds. L'histoire s'est amplifiée à chaque récit en Europe, et pendant des siècles, les cartes ont représenté la Patagonie comme une terre habitée par des géants de 10 pieds de haut. Le mythe, d'une certaine manière, était vrai. Les géants n'étaient simplement pas les gens. Ils étaient, et sont toujours, les montagnes, la glace et l'immensité pure et terrifiante du paysage. C'est un endroit où la nature reste sans réserve aux commandes. La région s'étend du 38e parallèle sud jusqu'au 55e, là où le monde semble prendre fin. Elle s'effile comme un poignard, se terminant par un final dramatique et chaotique d'îles et de tempêtes. Cette géographie effilée crée 2 mondes très différents. À l'est, en Argentine, se trouve le désert de Patagonie, une steppe aride et balayée par les vents. À l'ouest, au Chili, la terre se brise en un labyrinthe de fjords trempés par la pluie et de forêts tropicales tempérées. 2 visages du même géant. C'est le cœur historique du gaucho, le légendaire cow-boy sud-américain. Pendant plus d'1 siècle, ces cavaliers coriaces, souvent d'héritage mixte européen et indigène, ont régné sur la steppe. Ils travaillent sur de colossales estancias ou ranchs, dont certains couvrent des centaines de milliers d'acres, plus grands que des comtés entiers. La vie du gaucho est une de solitude et d'habileté profonde, faisant paître de vastes troupeaux de moutons et de bétail. Leurs traditions sont l'épine dorsale de la culture patagonienne, l'asado, un barbecue d'agneau entier rôti lentement, le réconfort constant de siroter du maté, une infusion amère, à partir d'une gourde partagée, et leur uniforme de la buana, béret, des bombes à chasse, pantalons amples, et du facon toujours présent, un grand couteau glissé dans leur ceinture. Explorer cette terre n'est pas pour les âmes sensibles, c'est un paradis pour les aventuriers,
un endroit où l'on se sent vraiment petit face à la toile de fond du temps géologique. C'est là que vous pouvez parcourir le légendaire W-Trek à Torres del Paine, faire du kayak parmi les icebergs vêlés d'un glacier vivant ou passer une journée sur une estancia, à monter à cheval à travers les pampas et à regarder une démonstration de tonte de mouton, un spectacle de vitesse et de précision fascinante à observer. La région abrite également une merveille naturelle stupéfiante, le champ de glace sud de Patagonie. C'est la 3e plus grande réserve d'eau douce au monde, juste après l'Antarctique et le Groenland. Cette seule et massive nappe de glace, une mer gelée, couvre près de 5000 miles carrés et alimente des douzaines de glaciers emblématiques, y compris le plus célèbre de tous, le Perito Moreno. C'est une relique vivante et mouvante de la dernière période glaciaire, un cœur gelé qui pompe la vie dans la Terre. C'est la frontière au bout du monde. C'est un endroit qui semble encore à découvrir, même au XXIe siècle. Il promet l'aventure ultime, mais il exige le respect. Mais cette vaste terre est divisée par un mur de montagnes massifs et impénétrables, créant 2 mondes qui ne pourraient être plus différents. La Patagonie n'est pas un seul endroit, elle en est 2. La ligne de démarcation est la cordillère des Andes, l'épine dorsale dentelée et coiffée de glace du continent. Cette chaîne de montagnes, qui s'étend sur toute la longueur de la Patagonie, agit comme une barrière météorologique massive, créant un phénomène connu sous le nom d'ombre pluviométrique. Les résultats sont dramatiques, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'ouest, au Chili, vous trouvez un monde qui est presque incroyablement humide. Les vents dominants de l'océan Pacifique, chargés d'humidité, percutent les Andes. Ils n'ont nulle part où aller sinon monter. Au fur et à mesure qu'ils s'élèvent, l'humidité se refroidit, se condense et tombe sous forme de pluie et de neige incessante. Ce côté des montagnes peut recevoir plus de 200 pouces de pluie par an. Le résultat est un paysage qui ressemble plus à une jungle froide, un endroit d'un vert vibrant et saturé. C'est la Patagonie chilienne. Ce n'est pas une masse continentale solide, mais un labyrinthe brisé, presque psychédélique, de plus de 1000 fjords, îles et chenaux profonds et sombres. Ici, les forêts tempérées valdiviennes, épaisses de fougères, de mousses et d'anciens arbres alerces, certains vieux de milliers d'années, s'accrochent aux parois rocheuses verticales. L'océan pénètre profondément dans les montagnes, formant des voies navigables où les chutes d'eau se déversent directement des glaciers dans l'eau salée du Pacifique. C'est une scène de beauté primitive et ruisselante, un monde qui semble intact par le temps. Pour le voyageur, cette région est notoirement difficile d'accès. L'artère principale est la Carretera Austral, ou la route du Sud. C'est l'un des voyages en voiture les plus épiques et les plus exigeants de la planète. L'appeler autoroute est un terme généreux. Cette route de 770 miles, également connue sous le nom de route 7, s'étend de Puerto Montt au sud jusqu'à Villa O'Higgins. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que de vastes tronçons sont encore non pavés, une piste de gravier accidentée et boueuse qui serpente à travers une nature presque totalement sauvage. La conduire nécessite un véhicule robuste, des jerrycans d'essence supplémentaires et beaucoup de patience. La route se termine en cul-de-sac au niveau de plusieurs fjords, obligeant les conducteurs à prendre des ferries pour traverser l'eau et continuer l'itinéraire. Mais les récompenses sont incomparables. La route vous mène devant des merveilles, comme le parc Pumalín, une immense réserve privée de forêts vierges. Le glacier suspendu du parc national Queula, où une rivière de glace se déverse d'une falaise, et les flèches déchiquetées de Cerro Castillo, une montagne qui ressemble à une forteresse gothique. Mais ensuite, vous traversez les Andes. Le changement est si brusque qu'il en est désorientant. En l'espace de quelques miles seulement, vous quittez la forêt tropicale dégoulinante et entrez dans la steppe de Patagonie. C'est la Patagonie argentine. Les vents qui ont traversé les Andes ont déversé toute leur humidité. Ils sont maintenant secs, froids et implacables. Ici, la pluviométrie annuelle est inférieure à 10 pouces. C'est un vaste désert semi-aride qui s'étend sur des centaines de miles jusqu'à l'océan Atlantique. Le paysage est une toile fascinante et monochrome de vert pâle, de gris et de brun. C'est une étendue sans fin d'arbustes épineux bas, d'herbes coirons coriaces et de plateaux volcaniques à sommet plat appelés mesetas. C'est la terre du guanaco, un parent sauvage du lama, qui erre en grands troupeaux gracieux. Vous trouverez également le rea,
un grand oiseau incapable de voler, souvent appelé l'autruche d'Amérique du Sud, sprintant à travers les plaines. Ce sont les maîtres de ce monde vide, chassés par le prédateur suprême de la région, l'insaisissable puma, maître du camouflage dans la brousse. Cette steppe est le cœur historique des estancias. Ce sont les immenses ranchs de moutons qui ont autrefois fait de la Patagonie une superpuissance de la laine. Certaines sont plus grandes que l'intégralité de l'État de Rhode Island. Pendant plus d'un siècle, ce fut la terre du gaucho. Ces cavaliers légendaires menaient une vie rude et solitaire, gardant des millions de moutons pour leur laine. Leur tradition, l'assado, barbecue, le maté, un thé amer, et leur habileté avec le facon, un grand couteau, définissent toujours la culture de l'Argentine rurale. Vous avez donc ces deux Patagonies. L'une, un labyrinthe chaotique, vert et aqueux. L'autre, une plaine sans fin, sèche et horizontale. Les deux sont régis par le même vent, mais ce sont des mondes à part, séparés par le mur de montagnes qui divise le continent. Et sur cette côte atlantique sèche, un drame unique se déroule, un spectacle de vie et de mort que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Sur la côte atlantique de l'Argentine, la steppe sèche rencontre enfin la mer. Ici, les falaises sont hautes et fragiles, composées de fossiles en couches, s'effritant dans un océan froid et riche en nutriments. Ce littoral abrite l'un des sanctuaires de faune les plus spectaculaires de la planète, la péninsule Valdés. En 1999, cette péninsule en forme de T a été désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et la raison est simple. C'est un lieu de reproduction essentiel pour certaines des créatures les plus magnifiques de l'océan. L'histoire de cette région est aussi profondément humaine. En 1865, un navire appelé le Mimosa, transportant 153 colons gallois, a accosté à ce qui est aujourd'hui Puerto Madryn. Il ne cherchait ni or ni conquête. Il fuyait la persécution en Grande-Bretagne, cherchant un nouveau pays de Galles, une utopie où ils pourraient préserver leur langue, leur religion et leur culture. Ce qu'ils ont trouvé était la steppe patagonienne brutale et aride. Ce n'était pas la vallée verte et pluvieuse qu'on leur avait promise. Mais avec une détermination incroyable et une aide cruciale du peuple local Tehuelche, ils ont survécu. Ils ont creusé des canaux d'irrigation à partir du fleuve Chubut, transformant une étroite bande de la vallée en terres agricoles fertiles. Aujourd'hui, la ville voisine de Gaiman est le cœur de cette Patagonie galloise. C'est une expérience surréaliste et charmante de s'asseoir dans un salon de thé gallois traditionnel, une casa de thé, au milieu du désert argentin. On vous sert un thé de l'après-midi formel avec de la torta negra, un riche gâteau aux fruits noirs, des scones avec de la confiture maison et du bar à brites, un pain de thé gallois traditionnel. C'est un témoignage vivant de cette histoire d'immigrants. La ville voisine, Puerto Madryn, est le principal centre d'accueil des visiteurs. C'est une ville étonnamment grande avec un port en eau profonde, un long front de mer et un large éventail d'hôtels, des tours de luxe aux auberges douillettes. Les restaurants de la ville sont spécialisés dans les fruits de mer frais, en particulier les crevettes et les calmars. Mais les vraies stars sont dans l'eau. De juin à décembre, les eaux abritées du Golfo Nuevo, la baie protégée par la péninsule, deviennent une pouponnière mondiale. Des centaines de baleines franches australes arrivent ici pour mettre bas et élever leurs veaux. Ces géants de 50 pieds de long et 80 tonnes sont un spectacle à couper le souffle. Les excursions en bateau depuis la petite ville de Puerto Piramides sur la péninsule offrent une expérience incroyablement intime. Les baleines sont naturellement curieuses et s'approchent souvent des bateaux, faisant des bonds, s'élevant verticalement et sortant leurs têtes massives et calleuses hors de l'eau. La péninsule abrite également de gigantesques colonies bruyantes, de manchots de Magellan, de lions de mer d'Amérique du Sud et d'énormes éléphants de mer. Les plages sont bruyantes, chaotiques et imprégnées de l'odeur de la vie. Mais cette concentration de proies, en particulier les jeunes otaries à fourrure vulnérable, attire un prédateur très spécialisé et très intelligent. C'est le seul endroit au monde où les orques ou épaulards chassent en utilisant une technique appelée échouage intentionnel, strand feeding. C'est, pour le dire légèrement, l'une des méthodes de chasse les plus stupéfiantes et les plus dangereuses de la nature. Les orques ont appris à utiliser les marées hautes. Elles attendent patiemment dans les chenaux, observant les jeunes otaries à fourrure inexpérimentée qui joient dans les vagues.
Puis, avec une explosion de puissance, l'orque s'échoue intentionnellement, s'élançant hors de l'eau sur le sable pour attraper un petit. Le risque est énorme. Si elles se trompent dans le calcul de la vague ou de la pente de la plage, elles peuvent rester définitivement échouées et périr. Ce n'est pas un comportement instinctif, c'est une compétence apprise, une culture complexe transmise de la mer au veau. Le meilleur moment pour observer cela est de mars à mai, à un endroit appelé Punta Norte. Les photographes et les équipes de documentaires attendent pendant des semaines l'occasion d'assister à cet événement incroyable, brutal et rapide comme l'éclair. C'est une démonstration brute de l'intelligence et de la puissance qui prospèrent sur cette côte sauvage. Mais à mesure que nous nous dirigeons vers le sud, la Terre elle-même commence à raconter une histoire humaine beaucoup plus ancienne et beaucoup plus sombre. À mesure que le continent se rétrécit et se fracture, nous atteignons son terminus spectaculaire, la Terre de Feu, Tierra del Fuego. Ce gigantesque archipel insulaire, partagé entre le Chili et l'Argentine, est séparé du continent par le dangereux détroit de Magellan. Il doit son nom à Ferdinand Magellan. Alors qu'il naviguait dans le détroit en 1520, il regarda vers le sud et vit le littoral montagneux et sombre parsemé de centaines de petits feux, jour et nuit. Il l'a nommé Terre de Feu. Ces feux n'étaient pas, comme certains le pensaient, volcaniques. C'étaient les feux de joie du peuple Yagan, l'un des groupes humains les plus remarquables et tragiquement incompris sur Terre. Les Yagan étaient le peuple le plus au sud du monde. Ils menaient une vie nomade dans leur canoë, naviguant dans ce climat subantarctique brutal de tourbières, de vents glacés et de pluies verglaçantes. Et ils le faisaient, étonnamment, avec presque pas de vêtements. Charles Darwin, qui les a rencontrés à bord du HMS Beagle en 1832, fut totalement choqué. Il les décrivit dans son journal comme « les créatures les plus abjectes et les plus misérables que j'ai vues nulle part ». Mais ce que Darwin prenait pour de la misère était en fait une adaptation brillante et chèrement acquise. Les Yagan survivaient aux conditions glaciales en enduisant leur corps de graisse de phoque pour l'isolation. Ils construisaient de petites huttes temporaires et maintenaient des feux constamment allumés, même dans leur canoë en écorce lorsqu'ils parcouraient les chenaux. Leurs corps avaient un métabolisme au repos plus élevé, une sorte de fournaise interne, leur permettant de résister au froid. Ils ont vécu de cette manière pendant plus de 6000 ans. Ce que personne ne vous dit, c'est que toute cette culture unique a été anéantie en moins d'une génération. Lorsque les missionnaires et les colons européens sont arrivés à la fin du XIXe siècle, ils ont apporté des maladies comme la rougeole et la variole, contre lesquelles les Yagan n'avaient aucune immunité. Leur population, qui se chiffrait autrefois par milliers, s'est effondrée. Ce fut une fin déchirante et soudaine à une histoire vieille de 6000 ans. Au cœur de cette île se trouve Ushuaia, la ville la plus méridionale du monde. Elle est nichée dans un cadre spectaculaire, entre les montagnes enneigées de Martial et les eaux glacées du canal Beagle. L'histoire des origines d'Ushuaia est sombre. Elle fut fondée en 1884, non pas comme une ville, mais comme une colonie pénitentiaire. L'Argentine y envoya ses criminels les plus dangereux et ses prisonniers politiques à la fin du monde, croyant que l'évasion était impossible. La prison, un panoptique en forme d'étoile, est aujourd'hui l'incroyable musée maritime et du Presidio. Vous pouvez parcourir les couloirs étroits, jeter un coup d'œil dans les cellules d'origine et apprendre les histoires de ces détenus. Ceux-ci comprenaient un tueur en série notoire nommé Cayetano Santos Godinho, connu sous le nom de Petit aux grandes oreilles, et un anarchiste, Simon Radowitzki, qui s'est évadé pendant quelques semaines. Les prisonniers ont construit la ville. Ils travaillaient dans des camps d'exploitation forestière, géraient la première imprimerie et ont construit le train de la fin du monde. Ce train, à l'origine un chemin de fer à voie étroite de 600 mm, a été construit pour transporter les prisonniers à la forêt pour récolter du bois. Aujourd'hui, cette même ligne de chemin de fer a été magnifiquement restaurée en attraction touristique. C'est un trajet charmant et lent qui emmène les visiteurs à travers le magnifique parc national Tierra del Fuego, à travers les vallées fluviales et les forêts, tandis qu'un narrateur explique l'histoire sinistre du train des prisonniers. Aujourd'hui, Ushuaia s'est transformé. Ce qui était autrefois un lieu d'exil est maintenant un centre animé et vibrant pour les aventuriers.
C'est la porte d'entrée de l'Antarctique, avec des navires de croisière massifs et des navires de recherche remplissant son port. La ville est un mélange chaotique de bâtiments de style alpin, de boutiques hors taxes et de restaurants étonnamment sophistiqués. Pour les touristes, le plat à déguster ici est la centolla, le crabe royal de Patagonie massif, souvent pêché frais dans le canal et servi dans un ragoût crémeux appelé chup. Une activité populaire est la randonnée vers la Laguna Esmeralda, un joyau de lac à effet wow, dont la magnifique couleur turquoise provient du limon du glacier Ojo del Albino qui l'alimente. Vous pouvez également skier à Cerro Castor, la station de ski la plus au sud du monde. C'est un lieu de superlatifs bizarres. Il possède le terrain de golf le plus au sud, le bureau de poste le plus au sud, et un sentiment palpable de fin de la route. Du port d'Ushuaia, une voie navigable légendaire nous appelle, un chenal qui mène à la parcelle d'océan la plus redoutée de la planète. Le canal Beagle, l'artère de cette fin du monde, s'écoule devant Ushuaia. Ce passage de 150 miles de long, nommé d'après le célèbre navire de Charles Darwin, relie les océans Atlantique et Pacifique. C'est une voie navigable d'une beauté époustouflante et d'une importance historique critique, bordée par des montagnes enneigées qui plongent directement dans la mer. Les excursions en bateau depuis Ushuaia sont incontournables, une partie non négociable de l'expérience. Elles naviguent sur le canal, passant devant des îles rocheuses où des centaines d'otaries à fourrure d'Amérique du Sud se prélassent et aboient, leurs formes massives et grasses entassées, remplissant l'air d'un rugissement assourdissant et âcre. Les bateaux croisent de grandes colonies de cormorans impériaux qui ressemblent à des manchots antarctiques avec leur plumage noir et blanc. Les excursions se dirigent vers le phare des éclaireurs, une tour classique rouge et blanche perchée sur un minuscule rocher. C'est l'un des sites les plus photographiés de la région. Beaucoup le confondent avec le phare du bout du monde, rendu célèbre par Jules Verne, mais celui-ci est en fait plus à l'est. Le canal est également l'endroit où se trouve l'île Martillo. Cette île est une réserve naturelle unique, abritant une colonie florissante de plus de 3000 couples de manchots de Magellan. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est la présence d'une colonie plus petite et plus curieuse de manchots papous, avec leur bec orange vif et occasionnellement quelques manchots royaux massifs et majestueux, se tenant debout, loin de leur foyer antarctique habituel. Quelques excursions sélectionnées sont autorisées à débarquer sur l'île et à marcher parmi les manchots. Il n'y a pas de barrière. C'est une expérience intime et incroyable de les regarder se dandiner, braire et garder leur terrier, complètement indifférents à leurs visiteurs humains. Mais lorsque vous naviguez vers l'est, le canal Beagle se vide dans quelque chose de beaucoup plus sinistre. C'est là que la Patagonie se termine vraiment, et que l'Antarctique commence. C'est le passage de Drake. Le passage de Drake est, sans exagération, l'une des mers les plus agitées et les plus redoutées sur Terre. C'est un goulot d'étranglement de 500 miles de large où les océans Atlantiques, Pacifique et Austral entrent en collision. Il n'y a pas de terre, pas de continent, à cette latitude pour arrêter le vent ou les courants. Les vents des 40e rugissants et ici des 50e furieux soulèvent des vagues monstrueuses, connues sous le nom de barbes grises, qui peuvent facilement dépasser 40 pieds et atteindre parfois 80 pieds ou plus. Pendant des siècles, avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, c'était la seule route pour les navires naviguant entre les deux grands océans. Et à son extrémité sud se trouve le repère maritime le plus tristement célèbre du monde, le Cap Horn. Le Cap Horn n'est pas sur le continent. C'est un promontoire rocheux, désolé et balayé par les vents sur l'île Hornos, le dernier grain de terre avant l'Antarctique. Depuis son premier contournement par les marins néerlandais en 1616, il a englouti plus de 800 navires et, estime-t-on, plus de 10 000 vies. Les vents sont sauvages, les courants sont chaotiques et les icebergs dérivent vers le nord depuis l'Antarctique. Contourner le Cap Horn était le test ultime pour tout navire et tout marin. Un passage réussi était une marque de compétence suprême. Un dicton de marin disait « Au-dessous de 40 degrés sud, il n'y a pas de loi. Au-dessous de 50 degrés sud, il n'y a pas de Dieu. » Un site historique sur l'île, une station navale chilienne, abrite un puissant mémorial.
C'est une grande sculpture en acier d'un albatros en vol, sa silhouette découpée contre le vent hurlant. Elle a été conçue par un sculpteur chilien pour résister à des vents de plus de 120 miles par heure. Elle honore les marins qui ont péri dans ses eaux. Dans la tradition maritime, l'albatros était censé transporter l'âme des marins perdus. En voir un était un signe de bonne chance. Ici, il se dresse comme un mémorial permanent, balayé par les vents, aux milliers qui n'ont jamais réussi. Mais pour trouver le véritable cœur de la Patagonie, il faut voyager vers le nord, retourner sur le continent, vers une grotte de géants antiques. Laissant derrière nous les îles de la Terre de Feu, nous traversons le détroit de Magellan, une voie navigable de 350 miles qui fut la voie de navigation la plus importante du monde avant la construction du canal de Panama. Nous atterrissons sur le continent et nous nous dirigeons vers une ville au nom évocateur, Puerto Natales. Cette ville chilienne se trouve sur le Seno de Última Esperanza, ce qui se traduit par baie de la dernière espérance. Elle a été nommée par un explorateur dans les années 1500 qui naviguait désespérément dans ses eaux à la recherche d'un passage vers le Pacifique. C'était son dernier espoir avant de faire demi-tour. Fondée en 1911, Puerto Natales a été construite grâce au boom de la laine, une ville portuaire rude pour les estancias massives de la région. Elle a une atmosphère de frontière, avec des maisons en bois coloré surmontées de toits en tôle ondulée, un design pratique apporté par les immigrants britanniques, allemands et croates pour résister aux vents incessants. Le front de mer de la ville donne sur la baie et les montagnes enneigées au-delà. Pendant des décennies, c'était une ville ouvrière, mais aujourd'hui, elle s'est transformée. C'est maintenant un centre chic pour les randonneurs, avec des hôtels-boutiques, des brasseries artisanales et des magasins d'équipements haut de gamme. La ville elle-même est un port charmant et balayé par les vents, mais son objectif principal aujourd'hui est d'être la principale porte d'entrée du joyau de la couronne de la Patagonie, le parc national Torres del Paine. Cependant, avant que les visiteurs ne se rendent au parc, un détour est essentiel. À seulement 15 miles en dehors de la ville se trouve la Cueva del Milodón, ou la grotte du Milodon. Cette caverne massive de plus de 600 pieds de profondeur avec une entrée de 100 pieds de haut est un lieu d'histoire et de mythe. En 1895, un explorateur allemand nommé Hermann Eberhard est tombé sur un étrange morceau de peau d'animal remarquablement bien conservé à l'intérieur. La peau était épaisse, coriace, couverte de poils roux grossiers et comportait de petits dépôts osseux comme une armure incrustée. Elle appartenait à un Milodon, un paresseux terrestre géant qui se tenait debout à 12 pieds de haut sur ses pattes arrière et s'est éteint il y a plus de 10 000 ans. La découverte a été un facteur wow pour les siècles. Elle a déclenché une sensation mondiale. Parce que la peau avait l'air si fraîche, préservée par l'air froid et sec de la grotte, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le Milodon n'était pas éteint. Des histoires circulaient d'une bête préhistorique, un géant de Patagonie, errant toujours dans les vallées cachées. Cette légende a été célèbrement racontée par l'écrivain Bruce Chatwin dans son livre « En Patagonie ». Il a raconté des contes locaux du Milodon étant encore aperçus. Alors que les scientifiques ont confirmé que l'animal avait disparu depuis longtemps, la grotte reste un lien puissant avec le passé préhistorique de la région. Les fouilles ont également révélé des restes humains et des outils, prouvant que les paléo-indiens avaient vécu dans cette même grotte, chassant cette mégafaune massive. Aujourd'hui, une réplique grandeur nature du Milodon se dresse à l'entrée de la grotte. Après une journée d'exploration, les touristes affluent vers Puerto Natales pour l'un des rituels fondamentaux de la culture patagonienne, le Cordero al Palo. C'est le barbecue traditionnel gaucho. Un agneau entier est écartelé sur une croix métallique et rôti lentement à la verticale sur un feu de bois ouvert pendant des heures. Le résultat est une viande fumée incroyablement tendre. De nombreux restaurants, appelés parillas, ont de grandes fosses à feu vitré où vous pouvez regarder les chefs au travail. Des endroits comme le restaurant Jahu ou la Parilla Don Jorge sont des institutions locales, servant ce festin massif et délicieux. De cet avant-poste du dernier espoir, le sentier mène directement à une vue qui défie toute croyance. 3 doigts de granit pointant vers le ciel. C'est ça, l'événement principal. Le joyau de la couronne de la Patagonie, le parc national Torres del Paine.
Réserve de biosphère de l'UNESCO depuis 1978, ce parc est, pour beaucoup, l'endroit le plus beau du continent. Le nom est un mélange d'espagnol et de thé welsh. Torres signifie tour, et Paine, prononcé P-A-U-N-E, est le mot natif pour bleu. Les tours bleues. Le parc est un chef-d'œuvre de drame géologique. La pièce maîtresse, les tours elles-mêmes, sont 3 flèches de granit colossales qui s'élèvent à plus de 9000 pieds, tout droit à partir de la steppe. Ce qui les rend si visuellement époustouflantes, c'est leur géologie unique. Elles font partie d'une formation appelée l'acolite. Il y a 12 millions d'années, du magma a poussé sous la croûte terrestre mais n'a pas fait éruption. Il a refroidi lentement, formant du granit dur et pâle. Au-dessus se trouvait une calotte de roches sédimentaires plus sombre et plus douce. Au cours de millions d'années, le vent, la pluie et, surtout, les glaciers massifs ont gratté la roche sombre plus douce, laissant les flèches de granit résistantes à l'érosion exposée. Vous pouvez toujours voir les cornes sédimentaires sombres sur les pics voisins, les Cuernos del Paine, leur donnant une apparence unique à 2 tons, comme des montagnes portant des chapeaux sombres et déchiquetés. Le parc attire plus de 250 000 visiteurs par an, dont la plupart viennent faire de la randonnée. Le meilleur moment pour visiter est pendant les saisons intermédiaires, le printemps, octobre-novembre, ou l'automne, mars-avril. Le printemps est particulièrement facteur wow, car la flore est en fleurs et les animaux sont dans leur saison de reproduction. Mais le temps est notoirement et follement imprévisible. Vous pouvez, et souvent vous le faites, connaître les 4 saisons en une seule journée. L'itinéraire le plus célèbre est le Trek W. Ce sentier de 50 miles de long est généralement parcouru en 4 ou 5 jours et atteint les 3 principaux points forts du parc, formant un W sur la carte. Le premier jour emmène souvent les randonneurs à l'ouest, face au glacier Grey. C'est une massive rivière de glace, faisant partie du champ de glace de Patagonie Sud, qui se termine dans les eaux bleu laiteux du lago Grey. Le vent y est féroce, et vous pouvez regarder des icebergs de la taille d'une maison vêlée de la face du glacier et dériver à travers le lac. Le deuxième jour mène à la vallée française. C'est une vallée spectaculaire en forme de bol, entourée de glaciers suspendus. Pendant que vous marchez, vous avez droit à une bande sonore quasi constante de craquements de glace et d'avalanches tonitruantes qui dévalquent les flancs des montagnes. On a l'impression, et le son, que le monde est activement créé autour de vous. Le dernier jour est le plus célèbre. C'est la randonnée montante et difficile jusqu'à la base de Las Torres, le point de vue au pied des 3 tours de granit. Les randonneurs commandent souvent avant l'aube, utilisant des lampes frontales, pour arriver au petit lac glaciaire juste au lever du soleil. Si le temps est clair, la première lumière frappe les pics de granit, les transformant en un orange flamboyant et brillant. C'est un moment que les visiteurs n'oublient jamais. Les randonneurs séjournent dans des refugios, qui sont des gîtes de montagnes rustiques, ou campent dans des zones désignées. Le fait est que vous devez tout réserver, gîte, camping, même l'entrée du parc, de nombreux mois à l'avance. La popularité du parc et la nécessité de protéger son écosystème fragile signifient que vous ne pouvez pas simplement vous présenter. Le parc est également un refuge pour la faune. Des troupeaux de guanacos sont partout, broutant paisiblement sur les collines. Et là où il y a des guanacos, il y a des pumas. Torres del Paine possède l'une des populations de pumas les plus saines et les plus visibles au monde. Ces dernières années, les excursions de suivi de pumas sont devenues un attrait majeur. Des guides spécialisés, dotés d'une capacité presque surnaturelle à repérer les félins, mènent de petits groupes en excursion. Le taux de réussite est étonnamment élevé, certains opérateurs affirmant une chance de 99% d'une observation. De l'autre côté de la frontière, en Argentine, un autre type de géant domine le paysage, un glacier qui est très vivant. En revenant en Argentine, nous arrivons à la ville d'El Calafate. Ce petit centre touristique animé est situé sur la rive du massif Lago Argentino, d'un turquoise laiteux. La ville doit son nom à la baie de Calafate, une petite baie sombre et sucrée qui pousse à l'état sauvage dans la steppe. La légende locale raconte que quiconque mange la baie de Calafate est assuré de revenir en Patagonie. C'est un mythe qui semble fonctionner, car le tourisme de la ville a explosé. El Calafate a été fondé en 1927 comme un simple avant-poste de commerce de laine.
Aujourd'hui, sa rue principale, l'Avenida del Libertador, est bordée de chalets de style alpin, de magasins d'équipements de plein air haut de gamme, de bars confortables et, curieusement, d'un Yeti Ice Bar, où tout est fait de glace. La ville regorge d'excellents hôtels, des lieux de luxe avec vue sur le lac comme l'hôtel Alto Calafate, aux charmantes posadas rustiques. Elle existe pour une raison principale. C'est la porte d'entrée du parc national Los Glaciares, un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et abrite le glacier le plus célèbre du monde, le Perito Moreno. Le Perito Moreno est un facteur wow, à une échelle difficile à comprendre. C'est une rivière de glace de 3 miles de large et de 19 miles de long qui s'écoule du champ de glace de Patagonie Sud. Sa paroi frontale, ou museau, s'élève en moyenne à 240 pieds au-dessus de la surface du lac. C'est un mur de glace littéral, déchiqueté et bleu. Mais ce qui rend le Perito Moreno si spécial, ce n'est pas seulement sa taille, c'est le fait qu'il est vivant. Alors que la plupart des glaciers du monde sont dans un triste état de recul, le Perito Moreno est dans un rare état d'équilibre. Il avance à un rythme étonnant d'environ 6 pieds chaque jour. Ce mouvement constant et incessant signifie que le glacier est toujours en vélage. Un vaste réseau de passerelles métalliques permet aux visiteurs de se tenir directement devant la face du glacier, en toute sécurité. Vous attendez et vous écoutez. Le glacier gémit, craque et se déplace, le son résonnant comme une chose vivante. Puis, sans avertissement, un morceau de glace de la taille d'un immeuble, ou parfois un pinacle de la taille d'un gratte-ciel, se sépare et s'écrase dans le lac, envoyant une vague massive rouler sur l'eau. C'est un spectacle viscéral et puissant de la nature. L'avancée du glacier crée également un phénomène unique appelé la ruptura, ou rupture. Le glacier se glisse lentement à travers le lac jusqu'à ce qu'il percute la péninsule opposée, formant un barrage de glace massif. Ce barrage coupe le lac en deux. L'eau dans le bras sud, le Brazo Rico, commence à monter, parfois jusqu'à 100 pieds. La pression s'accumule et s'accumule pendant des mois, jusqu'à ce que finalement, l'eau perce un tunnel à travers la glace. En quelques jours, ce tunnel s'élargit, et avec une série d'effondrements spectaculaires, tout le barrage de glace se désintègre dans un événement tonitruant et chaotique qui attire les foules du monde entier. Cela se produit en moyenne tous les 4 à 5 ans. Pour les aventuriers, ce n'est pas seulement un sport de spectateurs. Vous pouvez faire une excursion en bateau pour vous approcher directement de la face du glacier, sentant l'air froid rouler sur la glace. Mieux encore, vous pouvez participer à une excursion de randonnée sur glace. Des guides vous équiperont de crampons et vous pourrez marcher directement sur la surface du glacier. Le mini-trekking est une marche d'1 heure et demie, tandis que le Big Ice est une aventure plus intense de 7 heures, vous emmenant profondément dans un monde surréaliste de crevasses bleues profonds, de ruisseaux d'eau de fonte et de lagons glacés. Mais pour les vrais aventuriers, le Perito Moreno n'est qu'un échauffement. Plus au nord se trouve la Mecque pour un autre type de défi. 3 heures au nord d'El Calafate, reliée par une route goudronnée spectaculaire qui traverse la steppe vide, se trouve une ville qui n'existait même pas avant 1985. C'est El Chaltén. Elle a été fondée par le gouvernement argentin à la hâte, un geste stratégique pour régler un différend frontalier avec le Chili. Aujourd'hui, elle a un nouveau titre incontesté, la capitale nationale du trekking de l'Argentine. El Chaltén est un village débraillé, balayé par les vents et absolument charmant, niché à la base de la ligne d'horizon la plus spectaculaire de Patagonie. C'est le foyer du mont Fitzroy. Le pic, s'élevant à 11 171 pieds, était appelé El Chaltén par le peuple Tehuelche. Cela signifie la montagne fumante. Ce n'est pas parce que c'est un volcan, mais parce qu'un panache constant de nuages, fouetté par les vents féroces, cache presque toujours son sommet, lui donnant l'impression de fumer. Voir le pic Fitzroy par une journée claire et sans nuages est un événement rare et chanceux. La ville elle-même est un paradis pour les randonneurs et les grimpeurs. Ce que beaucoup ont négligé dans la planification, c'est qu'ils ont construit un centre d'aventure de classe mondiale. Contrairement à Torres del Paine, il n'y a pas de frais d'entrée au parc, et tous les sentiers principaux commencent directement au bord du village. Vous pouvez sortir de votre auberge ou de votre hôtel et en quelques minutes être sur un sentier de classe mondiale. La ville a une ambiance jeune, rude et internationale de rassemblement d'auberges.
Elle est pleine de brasseries artisanales, comme la Cerveceria ou Donguera, où grimpeurs et randonneurs se réunissent pour raconter des histoires autour d'une bière. Elle a des restaurants décontractés servant des ragoûts copieux, des pizzas au feu de bois et, bien sûr, de l'agneau de Patagonie. L'hébergement va des campings de base et des auberges remplies de grimpeurs à quelques hôtels-boutiques étonnamment chics. La randonnée d'une journée la plus populaire est le sentier menant à la Laguna de los Tres. C'est un aller-retour difficile de 13 miles qui se termine par une montée notoirement raide d'1 mile sur une moraine rocheuse. Mais la récompense est l'une des plus belles vues sur Terre, un lagon turquoise immaculé assis directement à la base de la paroi de granit pur de 9000 pieds du mont Fitzroy et de ses pics voisins. C'est une vue qui ne semble pas réelle. Pour les alpinistes d'élite, le Fitzroy est une légende. Ses faces de granit pur et le temps horrible et imprévisible de la région en font l'une des ascensions les plus techniquement difficiles et dangereuses au monde. C'est une mecque pour les meilleurs des meilleurs, et le petit cimetière des grimpeurs de la ville est un rappel sombre des risques. Mais vous n'avez pas besoin d'être un grimpeur acharné. Il existe des dizaines d'autres sentiers. Une randonnée plus modérée, mais tout aussi époustouflante, est le sentier menant à la Laguna Torre. Cette promenade mène à un lac au pied d'un autre sommet impossible, le Cerro Torre, une aiguille de granit mince, recouverte de glace. Pour une randonnée courte et facile, le point de vue de Los Condores offre une vue panoramique fantastique sur toute la ville et la chaîne de montagnes, et c'est un excellent endroit pour observer les condors des Andes géants surfer sur le vent. El Chaltén est l'homologue brut et sauvage de la beauté plus organisée d'El Calafate. C'est une ville qui vit et respire le rythme du vent et de la roche. Mais l'histoire de cette terre n'est pas seulement dans les roches, elle est peinte sur elle, dans un canyon caché loin à l'est. Alors que les sommets des Andes attirent les grimpeurs et les glaciers attirent les foules, la vaste steppe patagonienne détient ses propres secrets. Au fond d'un canyon reculé de la rivière Pinturas, en Argentine, se trouve un site qui nous relie directement aux premiers habitants humains de la région. C'est la Cueva de las Manos, la grotte des mains. C'est l'un des exemples les plus incroyables d'art rupestre ancien sur Terre et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le fait est qu'il est incroyablement difficile d'y arriver. Il est situé dans l'une des parties les plus reculées et dépeuplées de la Patagonie. La plupart des visiteurs s'envolent vers la petite ville poussiéreuse de Perito Moreno, à ne pas confondre avec le glacier, puis louent un véhicule à 4 roues motrices ou font une excursion pour le long et difficile trajet sur des routes de gravier jusqu'au canyon. Mais le voyage en vaut la peine. Les parois de la grotte sont recouvertes de plus de 800 pochoirs de mains, datant de plus de 9000 ans. La plupart des mains sont des mains gauches. Les archéologues pensent que les artistes, qui étaient probablement droitiers, tenaient un tuyau de pulvérisation en os dans leur main droite. Ils remplissaient leur bouche de pigments naturels, ocre pour le rouge, kaolin pour le blanc, manganèse pour le noir, et soufflèrent la peinture sur leur main gauche tendue. Ce sont des messages personnels et obsédants du passé lointain. Ils ont été créés par des cultures de chasseurs-cueilleurs qui ont prospéré ici, chassant les guanacos à l'ombre de la dernière ère glaciaire. Les images ne sont pas seulement des mains, il y a aussi des scènes de chasse vive, avec des humains en figure bâton courant et lançant des bolas, un type d'arme de chasse, sur des guanacos. Se tenir dans cette grotte, c'est ressentir un lien profond et glacial avec les personnes qui ont survécu à cette terre difficile il y a des millénaires. Les merveilles de la Patagonie ne sont pas toutes sur Terre. Plus au nord, en revenant dans la région sauvage d'Aysén au Chili, nous trouvons le Lago General Carrera. Ce lac massif de 200 miles carrés, que l'Argentine appelle Lago Buenos Aires, est alimenté par des glaciers et a une couleur azur étonnante, presque surnaturelle. Mais son plus grand trésor est caché sur le rivage, accessible uniquement depuis la petite ville rustique de Puerto Rio Tranquilo. Pendant plus de 6000 ans, le clapotis incessant de l'eau du lac a sculpté une série de grottes et de tunnels complexes dans une péninsule de marbre massif. Ce sont les capillas de marmol ou cathédrales de marbre. Les visiteurs prennent de petits bateaux ou, pour une expérience plus intime, des kayaks pour naviguer à travers ces chambres tourbillonnantes aux murs lisses. Lorsque la lumière du soleil frappe l'eau turquoise, elle se reflète sur le marbre blanc et gris, créant un spectacle de lumière surréaliste et éthérée. C'est comme flotter à travers une œuvre d'art abstrait. Toute cette région du Chili est reliée par la carretera austral.
C'est un lieu d'une beauté brute et indomptée, abritant le parc national Köla. Ici, un facteur wow de la géologie défie la gravité, le Ventisquero colgante, ou glacier suspendu. C'est un glacier massif qui se déverse par-dessus le bord d'une falaise avec une cascade tonitruante qui tombe sur plus de 800 pieds de son bord glacé dans la vallée en contrebas. C'est la Patagonie à son état le plus sauvage et le plus intact. Mais l'histoire de la Patagonie est aussi une histoire d'arrivées étranges, d'utopies trouvées et de hors-la-loi notoires trouvant un refuge final. La steppe patagonienne, malgré tout son vide, a été un aimant pour les rêveurs et les fugitifs. Nous avons déjà évoqué les Gallois qui ont débarqué à Puerto Madryn. Leur histoire est celle d'un courage pur et têtu. Leur rêve d'un nouveau pays de Galles a failli périr dans le désert aride. Ils ont survécu en creusant des canaux d'irrigation à partir du fleuve Chubut, transformant une étroite bande de la vallée en terres agricoles fertiles. Aujourd'hui, la ville de Gaiman, à l'intérieur des terres de Trelew, est le cœur vivant de cette culture galloise. C'est une expérience bizarre et délicieuse de s'asseoir dans un salon de thé gallois traditionnel, ou casa de thé, au milieu du désert argentin. On vous sert des tasses de thé sans fin, ainsi que des scones, du pain fraîchement cuit avec des confitures maison, et la torta negra, gâteau noir, riche et dense, une recette née des ingrédients que les colons avaient. Ils ont également apporté leur culture. Chaque année, la région célèbre l'Eisteddfod, un festival gallois traditionnel de poésie, de musique et de performance qui remonte au Moyen Âge. Les concurrents se disputent des prix en chant choral, en récitation et en poésie. Le grand prix de la meilleure poésie est la chaise du barde, une énorme chaise en bois sculptée sur mesure, un grand honneur dans la communauté. C'est un étalage surréaliste de la tradition galloise médiévale qui prospère dans le désert sud-américain. Mais cette région éloignée a également attiré un type de colon très différent et beaucoup plus célèbre. Au tournant du XXe siècle, la steppe patagonienne était, à bien des égards, la dernière frontière. C'était le Far West, juste déplacé de 10 000 miles au sud. Et c'est devenu la cachette parfaite pour les hors-la-loi les plus célèbres de l'histoire américaine. En 1901, Butch Cassidy, son partenaire, le Sundance Kid et la petite amie de Sundance, Etta Place, sont arrivés en Argentine. Ils fuyaient la poursuite incessante des détectives Pinkerton qui se rapprochèrent d'eux aux États-Unis. Sous les nouveaux noms de James Ryan, Harry Place et Etta Place, ils se sont rendus dans la ville isolée de Cholila, au pied des Andes. Là, ils ont acheté un ranch de 12 000 acres et ont construit une solide cabane en rondins de 4 pièces. Pendant quelques années, ils ont vécu comme des éleveurs respectables, élevant du bétail et des moutons. Ils étaient de connus et généralement appréciés de leurs voisins, qui n'avaient aucune idée de qui ils étaient. Mais, comme le dit le dicton, on ne se refait pas. Ils sont rapidement revenus à leurs anciennes habitudes, braquant une banque dans la ville de Rio Gallegos, à plus de 800 miles au sud. La loi a fini par les rattraper et en 1905, ils ont été forcés de vendre leur ranch et de fuir au Chili, disparaissant dans la légende. Leur cabane à Cholila est toujours debout, un monument tranquille et délabré à l'une des notes de bas de page les plus étranges de l'histoire. C'est aussi la terre de la Trochita, ou le vieil express de Patagonie. C'est un train à vapeur à voie étroite, rendu célèbre par le livre de Paul Theroux. Il a été construit pour relier les estancias éloignés, mais était obsolète presque aussitôt qu'il fut terminé. Aujourd'hui, il circule toujours sur une petite section de sa voie d'origine près de la ville d'Esquel, une relique fumante et soufflante d'une époque révolue, son sifflement un son solitaire dans la vaste steppe. À mesure que nous nous déplaçons vers le nord à partir de la steppe, le paysage change une dernière fois, s'adoucissant en un monde de lacs immaculés, de forêts luxuriantes et de volcans fumants. C'est l'autre Patagonie. La région du Nord, connue sous le nom de région des lacs, est à un monde des vents violents et des flèches glacées du sud. Ici, les Andes sont plus basses, les vallées sont plus vertes et le paysage est dominé par des douzaines de lacs profonds, limpides et alimentés par les glaciers. Cette zone a connu une forte implantation allemande et suisse à la fin du 19e et au début du 20e siècle. L'architecture est une preuve évidente. Des villes comme Puerto Varas au Chili et San Carlos de Bariloche en Argentine semblent avoir été directement tirées des Alpes. Elles sont remplies de chalets en bois,
de maisons aux toits en pente, de microbrasseries et, le plus célèbre, de chocolat. San Carlos de Bariloche est le cœur de la région des lacs Argentine. C'est une ville de villégiature massive et animée sur les rives du magnifique lago Nahuel Huapi, un lac de 200 miles carrés. La ville est célèbre pour deux choses, le ski à Cerro Catedral en hiver et son incroyable chocolat de style européen. L'histoire du chocolat ici remonte à un immigrant italien, Aldo Fenoglio, qui a commencé la tradition. Ses fils ont ensuite fondé Rapa Nui, l'un des magasins les plus célèbres. La rue principale, Calais Mitre, est bordée de chocolateries artisanales comme Mamushka, célèbre pour son timbal de dulce de leche, Rapa Nui et El Reino de los Chocolate. Le chocolat en rama, chocolat en écorce, une spécialité de Bariloche, est un incontournable. Ce lac, le Nahuel Huapi, a même son propre monstre. Pendant des décennies, les habitants ont signalé des observations de Nahuelito, une créature à long cou, ressemblant à un plésiosaure. C'est le propre monstre du Loch Ness de la Patagonie. La route la plus célèbre de la région est le Circuito Chico, une boucle panoramique de 37 miles qui commence à Bariloche. Elle serpente le long du lac, passe devant l'emblématique hôtel Lao Lao, un complexe de luxe historique et massif, et monte jusqu'au point de vue du Cerro Campanario. Un télésiège vous emmène au sommet, qui offre ce que le National Geographic a appelé l'une des 10 meilleures vues du monde, un panorama de 360 degrés sur les lacs et les montagnes. Une route encore plus célèbre est la Ruta de los Siete Lagos, ou la route des 7 lacs. Cette route de 120 miles serpente de San Martin de los Andes à Villa La Angostura, traversant de luxuriants parcs nationaux et offrant des points de vue à couper le souffle sur un lac immaculé après l'autre. De l'autre côté de la frontière, au Chili, le paysage est dominé par les volcans. Le cône enneigé du volcan Osorno, un pic parfait, semblable au Fuji, domine le lago Llanquihue. Plus au sud, le volcan Villarrica est l'un des plus actifs d'Amérique du Sud. C'est l'un des rares volcans au monde avec un lac de lave bouillonnant, persistant dans son cratère. Les touristes aventureux peuvent en fait faire de la randonnée jusqu'au sommet et regarder par-dessus le bord la roche en fusion en contrebas. Mais la caractéristique la plus frappante de cette région du Nord est peut-être ses forêts anciennes. C'est le foyer de l'Araucaria, ou arbre casse-tête de singe. C'est un arbre à facteur wow. C'est un fossile vivant, une espèce qui dominait le paysage lorsque les dinosaures parcourèrent la Terre. Ces arbres étranges, en forme de parapluie, avec leurs branches pointues, semblables à celles des reptiles, peuvent vivre plus de 1000 ans. Ils sont sacrés pour le peuple autochtone Mapuche, qui vit dans ces forêts depuis des siècles, bien avant que toutes les frontières ne soient tracées. Du charme alpin de Bariloche au mystère antique des forêts d'Araucarias, cette région est l'introduction verte et douce au cœur sauvage et glacé de la Patagonie qui se trouve au sud. C'est là que le voyage commence souvent, non pas dans la glace, mais dans le verre. San Carlos de Bariloche. C'est la porte d'entrée nord, une ville qui donne l'impression d'avoir été cueillie dans les Alpes suisses et déposée dans les Andes. Elle est située sur la rive du lago Nahuel Huapi, un lac massif de 200 miles carrés d'eau glacée et d'un bleu profond. Beaucoup de gens sont fous de cet endroit. C'est la petite Suisse de la Patagonie. L'architecture est de fait de chalets alpins, de cadres en bois et de façades en pierre. Les téléphériques vous emmènent au-dessus de la ville, révélant des vues sur les sommets enneigés et le vaste lac scintillant. C'est le cœur du parc national Nahuel Huapi, une terre de forêts anciennes et de rivières immaculées. Mais Bariloche est célèbre pour autre chose, le chocolat. La rue principale est une succession de chocolateries, chacune étant un temple de la fève de cacao. C'est aussi là que vous trouverez certains des hôtels les plus emblématiques de la région. Ce ne sont pas seulement des lieux pour dormir, ce sont des points de repère. Haut sur une colline, surplombant le point de rencontre de 2 lacs, se trouve le Lao Lao Resort and Spa. C'est un facteur wow d'architecture, un complexe alpin emblématique construit en bois et en pierre. Il a son propre terrain de golf, un spa massif, et propose même des cours de fabrication de chocolat. C'est une forteresse de luxe contre la nature sauvage. Mais le luxe n'est pas toujours aussi grandiose. À proximité, dans la forêt, vous trouvez des endroits comme Las Balsas Relais et Château. C'est un sanctuaire au bord de la rivière, un lieu de calme.
C'est là que vous venez pour des pique-niques gastronomiques au bord de l'eau, pour la pêche à la mouche, dans des ruisseaux silencieux, entourés d'anciens cyprès. Et la nourriture? À Bariloche, on vous présente le roi de tous les repas patagoniens, le Cordero al Palo, l'agneau de Patagonie à la broche. Ce n'est pas seulement un barbecue. Pour le dire légèrement, c'est un rituel. Vous le verrez dans les estancias tout autour du lac. Un agneau entier, écartelé sur une croix de métal, incliné au-dessus d'un lit de charbons ardents à combustion lente. Il rôtit pendant 6, parfois 8 heures. Le résultat est une viande tellement tendre et fumée qu'elle tombe de l'os. C'est le goût emblématique de la région. Et la culture? C'est là que vous pouvez commencer à comprendre les gens. Vous pouvez visiter le Museo del Traje, le musée du costume, pour voir l'histoire des vêtements portés par les habitants d'origine de la Terre et les pionniers qui ont suivi. Encore plus au nord, dans la Val de Rio Negro, vous trouvez un facteur wow d'un autre genre. Le Val Perdido Wine Resort. Vous voyez, la Patagonie n'est pas seulement de la glace. C'est aussi une région viticole en plein essor. C'est un domaine viticole, un endroit pour déguster les malbecs profonds et riches qui poussent dans ce climat rude. Vous pouvez faire des promenades à cheval à travers les vignes et revenir à une cheminée confortable, un verre de vin à la main, tandis que le vent hurle dehors. C'est l'introduction douce à la Patagonie. Mais le fait est que la vraie nature sauvage appelle. Plus vous allez au sud, plus elle devient sauvage. Et pour y arriver, vous devez emprunter la route la plus sauvage de toutes. Ce n'est pas une autoroute, c'est une artère. Une piste de gravier de 770 miles qui traverse la partie la plus brute et la plus sauvage du Chili. C'est la Carretera Austral. C'est une légende, parmi les voyageurs en voiture, une route panoramique à travers un monde de fjords, de forêts tropicales tempérées et de glaciers suspendus. C'est la région d'Aysen. Un lieu de vert impossible et de bleu stupéfiant. La route est un défi. Elle n'est pas pavée, sinueuse et souvent dangereuse. Vous avez besoin d'un 4 roues motrices. Vous avez besoin de patience. La route se termine simplement en cul-de-sac au niveau de fjords massifs, vous obligeant, vous et votre véhicule, à prendre des ferries pour traverser l'eau et retrouver la route de l'autre côté. Les arrêts le long du chemin sont d'un autre monde. Vous passez devant des sources chaudes isolées, cachées dans la forêt. Vous longez des glaciers suspendus qui se déversent par-dessus des falaises. Et vous arrivez à un endroit qui défie toute croyance. Puerto Rio Tranquilo. Ce minuscule village balayé par les vents est le point d'accès des grottes de marbre. Vous montez dans un petit bateau ou un kayak et pagayez sur la vaste étendue turquoise du lago General Carrera. Pendant 6000 ans, les vagues ont sculpté le rivage, taillant une péninsule de marbre massif en un réseau de grottes bleues tourbillonnantes. Vous pouvez pagayer directement à travers elles. La lumière du soleil se reflète sur l'eau turquoise et le monde entier prend un bleu électrique et palpitant. C'est une cathédrale naturelle, un facteur wow de la géologie. C'est aussi la terre des Mapuches, le peuple de la terre. Ils sont l'une des cultures autochtones les plus résilientes d'Amérique du Sud. Leurs traditions sont toujours fortes ici. Lors des rassemblements cérémoniels, vous pouvez voir leurs vêtements traditionnels. Les femmes portent un cupam, une lourde jupe portefeuille en laine, généralement dans des motifs noirs profonds et rouges. Par-dessus, elles portent un trariwe, un châle tissé et une magnifique collection de bijoux en argent, des colliers, des boucles d'oreilles et des coiffes massives et complexes, ornées de pièces de monnaie. C'est un signe de statut et une connexion au monde spirituel. Les hommes portent des macugnes ou tuniques et des confines ou écharpes en laine. Ce n'est pas seulement un vêtement. C'est une déclaration d'identité, tissée à partir de la laine de leurs moutons et teinte avec des plantes de cette même terre. La nourriture ici est tout aussi terre à terre. Dans les îles voisines de Chiloé, l'influence mapuche nous donne le curanto. C'est un festin issu de la terre elle-même. Une fosse profonde est creusée et remplie de pierres chaudes. Ensuite, elle est superposée, fruits de mer, moules, palourdes, pommes de terre, milcao, qui sont des galettes de pommes de terre, et des morceaux de porc et de poulet. Le tas entier est recouvert d'énormes feuilles de nalca, qui sont comme de la rhubarbe géante, puis de sacs humides et de terre. Il cuit à la vapeur dans ce four en terre pendant des heures. Le résultat est un repas fumé,
savoureux et communautaire, qui a le goût de la terre et de la mer. Les rivières d'Aïsen fournissent également un autre aliment de base, la trucha ahumada, la truite fumée. Les truites sont fraîchement pêchées dans les lacs froids des Andes, puis fumées à froid, avec des herbes locales. Elle est souvent servie avec de la salade de quinoa. C'est un goût pur et durable de l'eau froide et pure. Mais la route doit se terminer. Et quand elle le fait, les montagnes commencent. Le pays des randonneurs. Imaginez une ville qui n'existait pas il y a 40 ans. Une ville créée pour une seule raison, être un point d'appui dans la nature sauvage. C'est El Chaltén. Elle est située dans une vallée isolée en Argentine, un village débraillé, balayé par les vents et absolument charmant. Elle a un seul but. C'est la capitale nationale du trekking. C'est un paradis pour les randonneurs, pour le dire légèrement. Et la raison est simple. Tous les sentiers commencent au bord de la ville. Il n'y a pas de frais de parc. Vous sortez simplement de votre auberge et vous êtes sur un sentier de classe mondiale. La ville a une ambiance jeune et internationale. Elle regorge de brasseries artisanales, de pizzerias décontractées et de magasins d'équipements. L'objectif de chaque randonneur est de voir le facteur wow qui plane au-dessus de la ville, les pics déchiquetés du mont Fitzroy. Les Tehuelches indigènes l'appelaient Chaltén, la montagne fumante. Ce n'est pas parce que c'est un volcan, c'est parce que les vents furieux à son sommet soulèvent un panache permanent de nuages, donnant l'impression que le pic est perpétuellement en feu. Le trek le plus célèbre est celui menant à la Laguna de los Tres. C'est une longue et difficile randonnée d'une journée. Le dernier mile est une escalade brutale et raide sur un tas de roches meubles. Mais la récompense est un lever de soleil panoramique qui vous changera. Vous vous tenez au bord d'un lagon turquoise et la première lumière de l'aube frappe les flèches de granit du Fitzroy, les transformant en un orange flamboyant et brillant. Le fait est que vous avez besoin de carburant pour une ascension comme celle-là. Et à El Chaltén, le carburant est l'empanada de Cordero. C'est la collation parfaite pour le sentier. Une pâtisserie feuilletée et cuite au four, farcie d'agneau épicé, d'oignons et d'olives. C'est portable, copieux et incroyablement délicieux. C'est un repas à emporter que vous pouvez manger en regardant une vue à 1 milliard de dollars. Pendant des années, El Chaltén n'était que des auberges rustiques et des campings. Mais cela a changé. Maintenant, vous pouvez trouver un luxe élégant et durable. L'Explora El Chaltén change la donne. C'est un pavillon magnifique et discret, conçu pour se fondre dans le paysage. C'est tout compris. Cela signifie que tous vos repas, tout votre vin de Patagonie et surtout, toutes vos randonnées guidées sont inclus. Il a un accès direct au sentier. Vous pouvez vous attaquer aux montagnes toute la journée et revenir à un niveau de confort qui semble impossible si loin dans la nature sauvage. De la capitale du trekking, le voyage continue vers le sud, vers la terre des vrais géants, la glace. Nous arrivons à El Calafate. Cette ville argentine animée est la base des aventures glaciaires. Elle est située sur la rive du lago Argentino, un vaste lac d'un bleu laiteux. La ville doit son nom à la baie de Calafate, une petite baie sombre et acidulée qui pousse sur des buissons épineux partout dans la steppe. La légende locale est simple. Mangez la baie de Calafate et vous êtes assuré de revenir en Patagonie. Et beaucoup de gens sont fous de cette baie. Vous la trouvez partout. Dans les confitures, dans les glaces, dans les empanadas et même dans les cocktails. C'est le goût riche en antioxydants de la Pampa. La ville elle-même est un carrefour. Vous pouvez visiter le glaciarium, un musée facteur wow qui explique la science des champs de glace. Ou vous pouvez faire une promenade tranquille jusqu'à la lagune Nimes, un sanctuaire d'oiseaux au bord de la ville. Ici, vous pouvez voir des volées de flamants roses chiliens, une touche surréaliste de couleurs tropicales contre le paysage glacé. Mais tout le monde est ici pour une raison. Pour voir le géant, le glacier Perito Moreno. C'est un monstre. C'est une rivière de glace de 3 miles de large et de 19 miles de long. Son mur frontal, son museau s'élève à 240 pieds au-dessus du lac. Mais ce qui rend le Perito Moreno si spécial, ce n'est pas seulement sa taille, c'est le fait qu'il est vivant. Alors que la plupart des glaciers du monde reculent, le Perito Moreno est en état d'équilibre. Il avance jusqu'à 6 pieds chaque jour. Vous vous tenez sur un réseau de passerelles métalliques et vous regardez, et vous écoutez. Le glacier gémit, il craque. Cela sonne comme une chose vivante. Puis, sans avertissement,
Une dalle de glace de la taille d'un immeuble se sépare et s'effondre dans le lac. Le son est un tonnerre assourdissant, un vélage qui résonne à travers la vallée. Les excursions en bateau vous rapprochent tellement que vous pouvez sentir le froid rayonner de la glace. C'est la terre de l'Estancia, les grands ranchs. Et c'est là que vous pouvez trouver l'un des hôtels les plus exclusifs au monde, Eolo, à Luxury Lodge. Il est construit dans le style d'une ancienne estancia, mais avec un luxe pur et moderne. Il est situé sur 5000 acres privés de terre balayés par les vents. Il propose des safaris privés vers les glaciers et, la nuit, organise des barbecues asado traditionnels sous un ciel rempli d'étoiles. C'est la terre du gaucho. Sa tenue est un insigne d'honneur, un symbole d'indépendance. Les bombes à chasse, des pantalons amples, parfaits pour une vie à cheval. Le facon, un couteau lourd rentré dans sa ceinture. Et le poncho, c'est son bouclier, sa maison, sa défense contre le vent. Et c'est la patrie de l'asado patagonico. C'est le rituel social du gaucho, un barbecue à feu ouvert. Mais ce n'est pas seulement un steak, c'est un festin de côte de bœuf, de chorizo et d'abats. Tout est cuit lentement sur les braises. Il est servi avec une simple sauce, chimichurri de persil, d'ail et d'huile. C'est le cœur copieux, fumé et communautaire de la culture patagonienne. De l'autre côté de la frontière, au Chili, se trouve le joyau de la couronne, le parc le plus célèbre de tous. Nous retournons au Chili. Notre premier arrêt est Puerto Natales. C'était autrefois une ville portuaire rude, un lieu pour les éleveurs de moutons et les pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une passerelle chic et colorée vers l'aventure. Le front de mer est bordé de peintures murales. Vous pouvez faire du kayak dans les fjords ou parcourir les marchés de fruits de mer frais. Cette ville abrite également certains des hôtels de luxe les plus uniques de la planète. Ce ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des expériences. Le Singular Patagonia est le plus célèbre. C'est une immense filature de laine à chambre froide vieille de 100 ans, juste au bord du fjord. Elle a été convertie en un hôtel 5 étoiles. L'ancienne machinerie industrielle est toujours là, conservée comme un musée. Le spa est littéralement construit à l'intérieur des anciennes chaudières rivetées. Ensuite, il y a le Remota Patagonia Lodge. C'est un éco-lodge, un long bâtiment bas, avec des intérieurs en bois qui évoquent l'esprit des estancias. C'est un endroit qui se concentre sur le tourisme communautaire, sur les randonnées à cheval et sur la connexion avec la terre. De là, vous allez au parc, Torres del Paine. Les tours bleues, c'est la carte postale. Les flèches de granit emblématiques qui déchirent le ciel. C'est une terre de lacs turquoise, de glaciers tonitruants et de vastes pampas parcourus par des troupeaux de guanacos. La meilleure façon de le voir est de parcourir le circuit W, un trek de plusieurs jours qui vous emmène dans les 3 vallées principales. Vous verrez la face du glacier Grey. Vous entendrez les avalanches dans la vallée française. Et vous ferez la randonnée du lever du soleil jusqu'à la base des tours elles-mêmes. Les hôtels à l'intérieur du parc sont, pour le dire légèrement, à un autre niveau. L'Explora Torres del Paine est une base d'aventure tout compris, située avec des vues panoramiques sur les tours. Tierra Patagonia est une merveille d'architecture moderne, un bâtiment en bois fluide qui disparaît dans le paysage, avec une piscine à débordement qui donne directement sur les glaciers. Et pour une intimité ultime, il y a Ahuasi Patagonia. C'est une collection de seulement 12 villas privées, chacune avec son propre guide personnel et 4 roues motrices. Elle est hors réseau, fonctionnant à l'énergie solaire, avec des ponts d'observation des étoiles pour les nuits claires et froides. C'est la terre du Huaso, le cow-boy chilien. C'est une figure de fierté nationale pure, un cavalier d'une habileté inégalée. Son costume est similaire à celui du gaucho, mais avec sa propre touche distinctive. Il est plus formel, plus habillé que son homologue argentin. Il porte une chupala, un chapeau de paille à sommet plat. Ce n'est pas pour le spectacle. C'est un bouclier contre le soleil brutal des vallées centrales. Son poncho est différent aussi. C'est une cape plus courte, plus décorative et souvent de couleur vive appelée manta. C'est un insigne d'honneur, tissé de motifs complexes qui racontent l'histoire de sa maison. Mais pour vraiment comprendre le Huaso, vous devez le voir dans son élément. Le rodéo. Ce n'est pas comme un rodéo américain. Il n'y a pas de monte de taureau, pas de course de baril. C'est une démonstration d'équitation pure et traditionnelle. L'arène s'appelle une media luna, une demi-lune. Le but est pour 2 Huasos de travailler en parfait accord,
guidant leurs chevaux pour épingler un jeune bouvillon contre une partie spécifique du mur rembourré. C'est un ballet de puissance et de précision. Lors de ces rodéos locaux, vous les verrez dans leurs plus beaux atours, leurs plus beaux vêtements du dimanche. Ils portent des chemises blanches immaculées et des gilets brodés. Leurs chevaux sont brillants. Et sur leurs bottes, les éperons. Ce ne sont pas de petits outils simples. Ce sont de lourdes roues d'acier ornées, parfois de 4 ou 5 pouces de diamètre. Ce sont des œuvres d'art, transmises de génération en génération. Elles sont un symbole d'une culture qui refuse de mourir. Et la nourriture, c'est un endroit pour essayer quelque chose de vraiment sauvage. Le filet de guanaco. Qu'est-ce qu'un guanaco? C'est l'ancêtre sauvage du lama. Un camélidé gracieux et élancé qui parcourt les hauts plateaux et les steppes. Ce sont des icônes de la nature sauvage de Patagonie. Pendant des millénaires, cet animal a été la force vitale des peuples autochtones. Un aliment de base pour les Mapuches et les Tehuelches. Il fournissait de la viande, de la peau et des os. C'était la survie. Pendant longtemps, leur chasse a été interdite. Leur nombre avait diminué. Aujourd'hui, cela a changé. Le guanaco est de retour. Il provient de sources éthiques, de massives réserves privées qui gèrent les troupeaux à des fins de conservation. Ce n'est pas de la viande d'élevage, c'est la nature sauvage. La viande est maigre, incroyablement maigre. Elle est d'un rouge profond et sombre, presque violet. Les chefs d'ici la traitent avec le respect qu'elle mérite. Elle est grillée chaude et rapidement, servie saignante. La cuire davantage serait un crime. La saveur est intense. Elle est légèrement giboyeuse, comme du chevreuil fin, mais avec un goût minéral et propre. Une saveur que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un véritable goût de la nature sauvage patagonienne. Notre voyage nous emmène vers le sud. Nous suivons l'épine dorsale des Andes jusqu'à ce qu'elle se brise en 1000 îles. Notre voyage se termine là où la Terre se termine. Nous allons à la ville la plus méridionale de la planète. Nous devons voler. Nous traversons le détroit de Magellan jusqu'à l'île de Tierra del Fuego, la terre de feu. C'est Ferdinand Magellan qui lui a donné ce nom. Alors qu'il naviguait dans le détroit dangereux en 1520, il a vu la côte parsemée de feux mystérieux. C'étaient les feux de camp du peuple autochtone Yagan, brûlant jour et nuit. Ici, les montagnes des Andes, qui ont marché sur des milliers de miles le long d'un continent, font leur dernier plongeon spectaculaire dans la mer. Les pics s'élèvent directement de l'eau glacée. Nous arrivons à Ushuaia. C'est ça, la fin de la route. Le bas du monde. La ville ressemble à un avant-poste temporaire, accroché au bord de la civilisation. C'était autrefois une colonie pénitentiaire, la version argentine de la Sibérie. C'était un lieu d'exil, construit par les condamnés qui y étaient envoyés. Une prison au bout du monde. Aujourd'hui, cette histoire sombre n'est qu'une couche. La ville est un port animé et chaotique. C'est la porte d'entrée du dernier continent, l'Antarctique. Des brise-glaces et des navires de recherche encombrent le port, se préparant pour leur voyage vers le sud. Le tourisme d'aventure est partout. La ville est coincée entre les montagnes martiales enneigées et le canal Beagle glacé et grisacier. Le vent ne s'arrête jamais. Cela semble brut, inachevé. D'ici, la nature sauvage n'est qu'à quelques pas. Vous pouvez explorer le parc national Tierra del Fuego. C'est un lieu d'une beauté presque surréaliste. C'est le seul parc national en Argentine qui combine montagnes, forêts et mer. Vous pouvez faire de la randonnée sur des sentiers côtiers où la forêt subantarctique rencontre l'eau salée. Les arbres sont tordus en forme fantastique par le vent incessant. Ce sont des survivants. Vous pouvez naviguer sur le canal Beagle. Le canal lui-même porte le nom du navire qui a transporté Charles Darwin lors de son célèbre voyage. Vous naviguez à travers un paysage qui n'a pas changé en 10 000 ans. Vous passez de petites îles couvertes de colonies de lions de mer. Les mâles massifs aboient et se battent pour la domination. Vous passez devant le célèbre phare rouge et blanc, les éclaireurs. Le phare du bout du monde. Il se dresse seul, une minuscule tache d'ordre humain dans une mer vaste et sauvage. Mais l'un des plus grands facteurs wow nécessite un court voyage de retour. Une excursion en bateau depuis Punta Arenas toute proche dans le légendaire détroit de Magellan. Ce détroit est l'histoire. C'est le passage que les explorateurs recherchaient. Une route qui terrifiait les marins avec ses willy wows, des vents soudains et violents qui pouvaient couler un navire en quelques minutes. Vous allez à l'Isla Magdalena.
À mesure que vous vous approchez, vous le voyez. Une île basse est balayée par les vents. Puis vous l'entendez, et vous le sentez. Ce n'est pas seulement une colonie de manchots. C'est une métropole de manchots. Plus de 60 000 couples de manchots de Magellan, plus de 121 000 oiseaux viennent ici pour se reproduire chaque année. Vous êtes autorisé à débarquer. Vous pouvez marcher sur un chemin délimité par une corde en plein milieu de leur terrier. C'est un chaos pur et magnifique. Ils sont partout, se dandinant, se lissant les plumes, se battant et dormant. Ils n'ont aucune peur des humains. Vous êtes simplement un obstacle. L'air est rempli de leurs appels braillants, semblables à ceux d'un âne. Un mur de son assourdissant est constant. Vous n'êtes pas dans un zoo. Vous êtes un visiteur dans leur ville. C'est une expérience accablante et vraiment inoubliable. De retour à Ushuaia, la nourriture tourne autour de la mer. Il y a une chose que vous devez manger. La chose numéro 1, la centola, le crabe royal. Ce ne sont pas les crabes que vous connaissez. Ce sont des créatures massives, arachnéennes et rouges vifs. Ils sont pêchés dans les eaux froides et pures du canal Beagle, l'eau qui est alimentée par les courants antarctiques. Ce froid extrême et cette pureté sont leurs secrets. Cela rend la chair incroyablement sucrée et tendre. Ils sont servis simplement. Il n'y a pas de sauce lourde, pas d'assaisonnement complexe, juste bouilli ou grillé avec un quartier de citron. C'est tout ce dont ils ont besoin. Vous pouvez choisir le vôtre dans un réservoir massif dans les restaurants du marché. C'est un luxe parfait et délicat. Le goût du sud propre et gelé. Mais il y a un autre côté à la nourriture ici. C'est aussi un endroit pour trouver les humbles aliments des peuples autochtones. Les aliments de la survie. Le milkao. À première vue, cela ressemble à une simple galette de pommes de terre. C'est tellement plus. C'est un aliment de base des peuples Tehuelche et Mapuche. C'est un aliment de la terre. Il est fait d'un mélange de 2 sortes de pommes de terre. La moitié étant purée. L'autre moitié est crue et râpée, puis pressée à sec. Les deux sont mélangés, parfois avec de la graisse de porc, puis frites à la poêle, jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Si la centola est la nourriture de la mer, le milkao est la nourriture de la terre. C'est l'accompagnement parfait, copieux et réchauffant d'un ragoût épais par une nuit glaciale. C'est du carburant, c'est l'histoire. Et qu'en est-il de ce gâteau aux fruits gallois, la torta negra galesa? Vous la trouvez même ici, des centaines et des centaines de miles des colonies galloises de Trelew. Elle sert de rappel, un rappel des colons qui sont venus en Patagonie avec rien d'autre que leur tradition. Leurs descendants et leurs recettes se sont répandus dans cette vaste terre. Ce gâteau a été conçu pour durer, une brique dense et sombre de fruits et de liqueurs qui pouvait survivre à un long voyage en mer. Un autre aliment de survivants. Ceci est une terre de survivants. C'est une terre d'extrêmes, de vent, de glace et de soleil. Les chasseurs Tehuelche, les tisserands Mapuche, les colons gallois, les Huasos chiliens. Leurs vêtements racontent l'histoire. Le quillango, la robe épaisse et lourde des Tehuelche, faite de peaux de guanaco cousues ensemble, avec la fourrure tournée vers l'intérieur pour la chaleur. Le trariwe, les longs châles tissés des femmes Mapuche, teints avec des motifs qui racontent leur famille et leur lien avec la terre. Le poncho du gaucho et la manta du Huaso, un vêtement parfait pour une vie à cheval. Ce ne sont pas des costumes, ce sont des insignes culturels et fonctionnels, tissés avec des teintures naturelles à partir de plantes et de minéraux, cousus à partir de peau. Ils sont un témoignage de la résilience humaine, une histoire de personnes qui ont appris à vivre dans l'un des endroits les plus beaux et les plus impitoyables du monde. La Patagonie n'est pas un lieu que l'on visite, c'est une force que l'on expérimente, une terre de géants qui nous rappelle à quel point nous sommes vraiment petits. Mais alors que la glace fond, cette beauté brute existera-t-elle encore pour une autre génération? Aimez et abonnez-vous pour plus de voyages vers les coins les plus extrêmes du monde.